inattendu, c'est la dernière conférence de l'après-midi. Et effectivement, j'avais prévu de vous faire une introduction royale de Samuel Durand. Mais on adore ce qui est inattendu cette année, donc j'ai envie de vous dire, à votre avis, qui d'autre que Samuel Durand peut venir vous présenter le futur des ressources humaines? Eh bien, je vous laisse deviner. J'invite... Non, personne ne le reconnaît. Je pensais que tout le monde allait se battre pour dire mais oui, mais évidemment. Écoute, Alexandre Rimbaud, je vais te laisser te présenter. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour, merci. Et oui, je ne suis pas Samuel Durand. Je devais être la moitié de Samuel Durand et je vais essayer d'être intéressant comme deux ce soir. Donc, Samuel Durand, c'est un explorateur du futur du travail. Il va sortir son 5e documentaire Work in Progress le 10 avril. Et je vais vous raconter son voyage. Et son voyage aujourd'hui, c'est au fond de son lit, parce qu'il a la grippe. Mais je vais quand même vous présenter en avant-première les premiers extraits de ce nouveau documentaire. Et je vais vous expliquer comment appliquer ce que vous allez voir, vous allez voir assez en avance, concrètement dans vos entreprises. On démarre le voyage ? Alors, on va commencer avec Von Tan, qui habite entre Singapour et Marseille. Et là, c'est à Marseille. The uncertainty mindset is simply a way of thinking that is explicit about understanding that there is a difference between risk, which is the unknown that you can quantify and you can optimize away, and unknowns that you cannot quantify that are true unknowns, if you will. So an uncertainty mindset is just being clear that there are these two different kinds of unknowns and being willing to say that you're going to embrace the fact that some unknowns are not optimizable, they're not quantifiable. You have to deal with them and, in a way, have comfort with the fact that you cannot optimize them away. Donc Samuel, il voulait absolument rencontrer Von Tan, qui est chercheur, auteur et titulaire et consultant pour plusieurs gouvernements, et il est auteur d'un doctorat à l'université d'Harvard sur l'état d'esprit d'incertitude. Et en fait, il défend la thèse que pour s'adapter à ce monde mouvant, il faut adapter cet état d'esprit d'incertitude pour être à l'aise et pour agir en conséquence. Alors ça peut paraître un peu conceptuel comme ça, mais en fait, il a deux idées fortes. La première, c'est qu'il recommande des rôles provisoires. Et il va même jusqu'à recommander d'avoir 25% de son temps complètement libre pour décider de ce sur quoi il est pertinent de travailler. Et sa deuxième recommandation, c'est d'avoir des objectifs ouverts, ce qu'il appelle des open-ended goals. En fait, il explique que dans un monde aussi mouvant, c'est impossible de fixer des objectifs fermés parce que les transformations, elles se font rapidement et sur le temps long. Et donc, par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est compliqué de fixer un objectif de type on va limiter le réchauffement à 1,5 degré mondialement en moyenne, mais plutôt on va se fixer un objectif ouvert comme créer des villes habitables. Et après, on crée des sous-objectifs qui, eux, peuvent être fermés. Donc, c'est ça que dit Von Tan. Et là, vous vous dites à peu près à ce stade, ok, là, Von Tan, il me parle de la Champions League, sauf que moi, quand je vais jouer au foot, mon terrain, il y a des trous partout et il manque des buts. Et donc, c'est pour ça que je suis là. C'est que je vous ai montré le niveau 10 avec Von Tan et l'exploration de Samuel, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez passer du niveau 1, où vous êtes peut-être, au niveau 2. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation dans nos entreprises en France, c'est d'évaluer la performance dans un cadre qui est très figé. Les équipes et les rôles sont très silotés, avec un magnifique gna gna gna, c'est pas dans ma fiche de poste, que vous avez peut-être souvent. On regarde tout ça dans des entretiens qui sont souvent annuels, où on mélange tous les sujets. On parle des souhaits de mutation, de souhaits de rémunération, on fait le point sur les objectifs des 12 derniers mois, on mélange ça avec quelles sont tes plus grandes fiertés. Et en fait, ça ne correspond plus du tout au rythme d'exécution de nos entreprises. En général, le fait de revoir les objectifs tous les ans, ça crée une vraie dissonance cognitive. Je me suis d'ailleurs toujours posé la question de ce qu'on s'est dit chez Accor ou chez Airbnb fin 2020, quand on a revu les objectifs annuels qu'on s'était fixés début 2020 sur le taux de remplissage des hébergements, et qu'entre-temps, il y a eu une petite pandémie.
Alors, par où on commence? Pour commencer, pour passer du niveau 1 au niveau 2, vous pouvez tout simplement commencer par assouplir ce cadre. Vous, en tant qu'équipe RH, vous avez le pouvoir et le devoir de décider de quoi les collaborateurs et les managers se parlent et à quelle fréquence. Donc, vous pouvez fixer un calendrier, par exemple, trimestriel, où on se parle une fois par an de formation et de développement. Si vous êtes à l'avant-garde de l'intelligence artificielle, faites-le 3 fois par an. Si vous êtes chez un artisan qui a un savoir-faire millénaire, c'est plus approprié de le faire une fois par an. Il n'y a pas besoin de se reformer tout le temps. Vous pouvez parler de rémunération au moment où on prépare les budgets. C'est plus facile. Et vous pouvez revoir les objectifs, en revanche, tous les trimestres, parce que les entreprises doivent se réadapter en permanence. Et donc, c'est intéressant de se poser la question si on est en train de bosser sur les bons sujets tous les 3 mois. Et alors, à ce titre, vous connaissez certainement la méthode Objectives and Key Results, les OKR. Moi, je préfère une méthode des 75, 100, 125, où vous fixez un titre d'objectif qui est en mode SMART, et ensuite, vous fixez 3 étapes. 75%, ça veut dire quoi? Être en chemin vers l'atteinte de cet objectif. 100%, ça veut dire quoi? Avoir terminé. Et 125%, qu'est-ce que ça signifie de le dépasser? Et ça vous permet de vraiment guider les collaborateurs. Et l'objectif, c'est que tout le monde soit à 100%. Et pas qu'on ait 3 objectifs à 25% de réalisation et 1 à 125. Ça va là-dessus? Alors, on continue le voyage vers les États-Unis d'Amérique, les United States. Vous me suivez? Alors, on y va. Skills kind of can come down to 3 levels. There's competence, capability, and capacity. So when we talk about competence, then they have like competence-based education. That's you giving an answer to a very well-structured question that's either right or wrong. It's performing a task to a benchmark level. Whereas capability is taking that competence and translating it to a new challenge. That's strengthening or deepening your knowledge in a particular area. Both of those are things that are generally in the realm of known knowledge. So we can pretty much codify and transfer skills and knowledge through either competence or capability. Capacity on the other side, and that's not the ability to do everything, that's the ability to meet the moment. Capacity is formulating the question as well as the answer. It's finding and framing new knowledge. And I think that we need to focus much more on building capacity while we'll continue to work on competence and capability. Alors, Heather, elle est chercheuse, autrice américaine, et comme vous pouvez le voir, elle fait la différence entre compétence et capacité. Sa principale qualité, c'est pas juste d'avoir des lunettes incroyables, c'est qu'elle fait la différence entre la capacité, qui est cette faculté humaine qui permet de convoquer la bonne compétence en fonction du bon contexte. Et ce qui est clé dans son discours, c'est qu'elle explique que les compétences, c'est comme des commodités. C'est très facile à acquérir et c'est un investissement qu'il faut faire tout au long de sa vie, choisir quelles bonnes compétences acquérir. Donc elle voit ça comme notre meilleure assurance vie. Et pour les entreprises, c'est pareil. Acquérir des compétences, c'est facile, c'est sur le marché. Mais elle recommande de recruter sur plutôt les personnalités et sur la capacité, donc d'apprendre des nouvelles compétences. Et un petit peu plus tard dans l'interview avec Samuel, elle lui raconte cette anecdote que vous connaissez peut-être, que personnellement j'adore. C'est le directeur financier qui rentre dans le bureau du directeur général et qui lui dit « Non mais qu'est-ce qui se passe si tous ces gens qu'on est en train de former là, demain ils partent ?» Et le directeur général de lui répondre « Oui mais qu'est-ce qui se passe si on ne les forme pas et qu'ils restent ?» Normalement, il y a plus de rire à celle-là. On va quand même continuer. Donc là, donc effectivement, vous vous dites OK, super. Bon des conseils concrets. Vous êtes venus pour ça. Ça arrive. En fait, c'est vrai que l'interview d'Heather, elle nous fait rêver parce que elle décrit parfaitement ce que c'est que de manager par les compétences. Et nous, on a l'impression de faire ça en tant qu'RH dans nos boîtes. Sauf qu'en fait, ce qu'on fait plutôt, c'est manager les compétences. Et manager les compétences, c'est faire du top-down, aller du haut vers le bas. On commence par faire un référentiel aux petits oignons. On met 12 mois avec tous les managers, tous les dirigeants et les collaborateurs pour lister toutes les compétences qu'on a dans la boîte. Et bonne nouvelle, dès que ça c'est terminé, c'est obsolète. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est notre plan de formation. On prend le budget de l'an dernier, on regarde ce qu'on peut faire avec notre OPCO, on ajoute les formations obligatoires,
Et puis à la fin, il reste à peu près 20% du budget initial pour ce sur quoi les collaborateurs ont vraiment envie ou besoin de se former. Et donc cette petite préposition, le par, elle est très importante. Parce que ça, c'est manager les compétences. Ce qui est différent de manager par les compétences, ce qui signifie lier ce que je dois faire et ce que je sais faire. En résumé, si on manage uniquement les compétences, on cherche des inspecteurs gadgets. Or, il va toujours manquer des gadgets à l'inspecteur gadget. L'OCDE nous dit l'an dernier dans sa dernière étude qu'en 1987, une compétence technique durait en moyenne 30 ans. Aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence technique, toujours selon la même source, c'est 2 ans. Donc vous allez perdre cette course si vous essayez de trouver le dernier gadget à la mode chez vos collaborateurs. Et donc Heather, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut plutôt embaucher des MacGyver. Donc par où vous pouvez commencer ? Premièrement, vous pouvez inciter vos managers et vos équipes dirigeantes à encourager la suggestion d'objectifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le manager de l'équipe ou les dirigeants, ils expliquent clairement et publiquement ce que ça veut dire. La séquence, elle est réussie si. Donc on aura réussi 2025 si. On aura réussi ce trimestre si. Et ensuite, vous demandez aux collaborateurs de cette équipe de suggérer leurs objectifs en fonction de ce qu'ils savent faire, en fonction de ce sur quoi ils doivent se former, en fonction de ce sur quoi ils ont l'habitude de travailler. Deuxième point, vous pouvez constituer votre plan de formation aussi en partant du bas vers le haut. Dans vos entretiens, donc annuels, semestriels, trimestriels, demandez ce sur quoi il faut se former. Je vais paraphraser une vieille pub radio. Qui mieux que les opérationnels pour décider de ce sur quoi on doit travailler pour améliorer les opérations. Donc, récoltez ces besoins de formation pour construire votre plan de formation. Ça va là-dessus ? En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas de créer une organisation apprenante. Ça fait joli sur des slides. Ce que je vous demande de faire, c'est de changer le cadre et la façon dont vos managers managent pour quitter le modèle historique du command and control, qui est mettre les gens sous cloche et de leur dire de surtout pas en changer. Parce que face à cette incertitude, ça va vous amener droit dans le mur. Ce que je vous suggère, c'est de retourner la cloche. Alors, oui, les dessins sont de moi. Et je parle mieux que je ne dessine, enfin, je crois. C'est d'adopter plutôt un caractère de course correction, de correction de la course. Les managers, ils doivent propulser et guider pour être sûr qu'on garde la bonne trajectoire. Et si vous vous dites, OK, donc dans ces cas-là, Alexandre, ça veut dire que les managers, ils ne servent plus à rien. Eh bien, on va continuer l'image de la correction de la course. Si vous sortez du salon, et puis avant de prendre le tram, vous lancez une fusée, imaginons. Pas tous en même temps, ce serait dangereux. Vous lancez une fusée à direction de la Lune. Sauf que si vous la lancez avec 1 degré d'écart à la cible au départ, là, au moment où elle est censée arriver, elle aura 6700 km d'écart à la Lune. Donc, la course correction, ça ne sert pas à rien. Ça va là-dessus ? Après les États-Unis, nous allons retrouver notre douce France et aller près des Cévennes, dans l'atelier Tuffery. Chez nous, on a 2 ans et demi de formation en interne parce qu'on forme à l'entièreté des gestes. Tu l'as vu dans notre manufacture en bas, moins de 10 minutes, tous les gens en fait vont changer de poste. C'est-à-dire que sur les 80 étapes que comporte le jean, mon équipe d'une 20aine de personnes vont sans cesse changer. On va apporter énormément de polyvalence. Quand on connaît toutes les étapes de la réalisation d'un produit, non seulement on va être content de savoir les faire, mais en plus on va être beaucoup plus vigilant et attentif à ce qu'on fait pour faire un beau produit. On va être impliqué dans son travail. Donc la polyvalence, elle est vraiment au cœur de la confection dans l'atelier Tuffery. Donc, l'atelier Tuffery, c'est une fabrique de jeans dans les Cévennes. Julien Tuffery, qu'on voit au début de cette discussion avec Samuel, il a repris l'atelier de son père, qu'il avait lui-même repris de son grand-père. Et en fait, ils ont fait ce choix qui est à l'inverse de toute logique économique, de former leurs 40 collaborateurs sur tous les gestes de la chaîne de production et ça dure 2 ans et demi. Et pourquoi ils ont fait ça ? Parce que leur logique, elle est humaine. C'est la dernière fabrique de jeans en France. Donc ils sont garants d'un savoir-faire qui doit s'améliorer, perdurer, et en plus, il doit donner envie aux collaborateurs de rester. Et donc, ça peut paraître illogique, mais en fait, ça amène plus de sens
comme vous l'a expliqué sa collaboratrice, quand on connaît toute la chaîne de valeur, ben en fait, on comprend pourquoi on travaille. Donc, c'est un travail qui est moins abrutissant. Donc, il y a moins d'accidents du travail. Ça donne aussi de la flexibilité à ces jobs de col bleu qui, d'habitude, n'en ont pas. Et donc, ça les rend plus attractifs. Parce que, comme on peut se faire remplacer par le collègue avant ou après le poste où on est, eh ben, on peut aller faire un rendez-vous avec la direction. On peut aller faire un rendez-vous médical, ce qui est un privilège qui est plutôt réservé au col blanc d'habitude. Et donc ça crée de l'engagement, ça crée du sens et ça crée de la rétention. Et c'est vrai que la situation aujourd'hui, c'est des réflexes qu'on a depuis le milieu du 19e, hein, depuis Taylor. Et donc, on a le fait de siloter énormément les activités, de les diviser avec le taylorisme. Ben, on l'a vu, c'est la norme dans l'industrie, mais c'est également la norme dans nos startups. Les métiers du marketing et du commercial dans les entreprises technologiques ils sont extrêmement divisés. Et donc, il y a plein d'acronymes qui expliquent qu'il y a des personnes qui occupent un poste qui sont censées récolter des prospects très en amont, d'autres qui sont censés les réchauffer, d'autres qui sont censés prendre des rendez-vous au téléphone, des rendez-vous que d'autres commerciaux vont effectuer. Et donc, en fait, c'est du taylorisme qui ne dit pas son nom, même dans le secteur de la tech. Et pas étonnant que ça crée une crise de sens, parce que c'est également abrutissant de serrer des boulons, même digitaux. Un petit peu plus juste après, dans la salle Pacifique, il y a une conférence de Julia de Funès, et ce qu'elle explique, c'est que la crise du sens, c'est des gens surdiplômés qui arrêtent ces jobs qui n'ont pas de sens et qui vont vers des jobs plus relationnels ou plus manuels. Et pas étonnant, parce qu'en fait, quand on regarde la fiche Wikipédia de Taylor, la seule citation qui est présente, véridique, vous pouvez vérifier, c'est « Je vous emploie pour votre force et vos capacités physiques. On ne vous demande pas de penser, il y a des gens payés pour ça. » Alors c'est sûr que quand on ne pense pas, ben, c'est pas intéressant et on se blesse. Alors par où on commence? Ben, on fait exactement l'inverse. Vous pouvez créer le cadre dans vos boîtes pour que les collaborateurs utilisent leur cerveau. Parce qu'un peu plus tard dans le reportage de Samuel, il y a le père de Julien Tuffery qui explique que dans d'autres manufactures, il a vu des gens pendant 40 ans faire que des ceintures, faire que des poches, faire que des braguettes. Il fait le geste comme ça de la machine à coudre. Alors si vous ne voulez pas avoir des collaborateurs qui crient « Je suis le roi de la braguette », ce qui dans un monde post-MeToo serait compliqué à gérer, eh ben vous pouvez déployer le Lean. Et pas le Lean Six Sigma qui a été popularisé par Motorola et General Electric, mais le vrai Lean qui est basé sur la maison de la qualité de Toyota. Hein, y a plein de ressources qui existent là-dessus. Conto, dans la tech, l'a déployé, par exemple. Et donc, le rôle des managers dans le Lean, c'est d'aider les collaborateurs à résoudre des problèmes pour que d'autres collaborateurs ne rencontrent pas ces problèmes. Et le taylorisme qui ne disait pas son nom, il est en train d'évoluer dans les startups. On est en train de se réorganiser pour que tous les métiers s'organisent par marché et que, quand il n'y a pas assez de rendez-vous, toutes les personnes du marché, par exemple, de l'assurance, aillent aider les personnes qui ont besoin de réserver des rendez-vous. Et puis quand il y a trop de rendez-vous, tout le monde peut les effectuer parce qu'on connaît le métier qui est en amont et en aval. Après les Cévennes, on fonce au Danemark. Attention au choc thermique. We take the oil and gas industry. They used to work on oil rigs in the middle of the North Sea. The same people in 5 years will be working there. Instead of extracting oil and gas from the subsoil, they will be pumping carbon into the subsoil. One of the solutions that we need if we are to reach our climate targets. Same people, same sort of expertise, but of course they need reskilling. And we need to make sure that they have those possibilities at hand. And I believe that a lot of employees, they see it because they are on the ground. They see the difficulties, they see the potential, and then they need to be the agents of coming up with ideas and chipping into management, because you can do so much in strategy. But if you're not on the floor, or if you don't get your hands dirty, you never know what's exactly out there and what you need to, where you need to change the components. Alors non, non et non, je ne prononcerai pas ce nom de famille. Mais Magnus, qui nous explique, c'est comment le plus grand port d'hydrocarbures au Danemark, en 10-15 ans, est devenu le plus gros centre d'activité des énergies renouvelables. Là, on touche au cœur du documentaire de Samuel,
qui est que les entreprises, elles doivent être des lieux où on s'engage pour transformer la société. Si on veut le faire sérieusement, il faut faire des pivots de business model. Pour faire des pivots de business model, il faut reformer à l'échelle. Donc là, ce que Manu nous explique, c'est du reskilling de 8000 ouvriers qui s'est fait sur plus de 10 ans. Et ça se fait en identifiant les compétences qu'il faut garder, celles qu'il faut transformer et celles qui vont disparaître. Et en fait, ce qui est fascinant un peu plus tard dans cette interview, c'est qu'il explique que ça s'est fait avec les collaborateurs parce qu'ils avaient bien conscience que les jobs les plus polluants, ça n'allait pas durer éternellement. Et donc, il fallait se reformer et ils ont vu ça comme un investissement sur eux plutôt comme un abandon. À chaque fois qu'il me raconte cette histoire, Samuel, ça me fait penser à la situation qu'a dû vivre Philippe Val, qui est le président de la Poste. Imaginez-vous dans son costume. On est en 2013. On vous dit, bon bah Philou, pour la Poste, on a pensé à toi. C'est une belle boîte. Il y a 6 milliards de chiffre d'affaires sur un business historique qui a 6 siècles. Il y a juste un petit pépin. On perd 10% du chiffre d'affaires justement sur la distribution de courrier tous les ans. Donc tous les ans, il y a 600 millions qui disparaissent du compte de résultat. Bon courage. Bon. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le virage du e-commerce. Aujourd'hui, 52% du chiffre d'affaires de la Poste, c'est des colis. Il a musclé son offre bancaire. Il a créé des usines à data science. Et ils ont gardé l'ADN du service public en distribuant des repas aux anciens dans les zones qui sont peu denses. Donc on garde les compétences, on garde les facteurs et les factrices, et on s'adapte au changement de la société. Et tout ça en gardant les 260 000 postiers. La Poste est le 2e plus gros employeur de France après l'État français. Donc, si la Poste a réussi à le faire, vous pouvez y arriver dans vos boîtes. Et là, le conseil, il tient dans une phrase. C'est mettre en place le contexte favorable au reskilling. Vous pouvez faire des ateliers avec votre codir, avec vos managers, avec tout le monde. Par exemple, en organisant un Startup Weekend, nous, chez Lucas, on en organise un tous les 2 ans, et il y a des innovations qu'on met ensuite dans nos produits. Il y a des méthodos qui existent en ligne pour ça. Vous pouvez poser la question à tout le monde dans ces ateliers, qu'est-ce qui se passe si Internet disparaît demain ? Ou qu'est-ce qui se passe si notre outil de production il part en fumée ? Qu'est-ce qu'on fait avec les compétences qui sont dans nos boîtes ? Et enfin, vous pouvez faire émerger des formateurs internes sur vos gestes métiers où ils sont experts ou sur les gestes qu'ils doivent transformer. Et donc, vous pouvez les former sur l'avant-garde de leur prochain métier et les faire essaimer en interne, adaptés au contexte de vos boîtes. On avait tellement de trucs à vous raconter pour ce voyage qu'il n'y a plus de temps pour les questions. Mais je serai tout de suite au stand J42, le stand de Lucas, pour répondre à vos questions. J'ai beaucoup parlé avec Samuel pour préparer cette conférence, donc je pourrais presque répondre à sa place. La seule différence, c'est que je suis un petit peu moins beau gosse. Et comme vous pouvez le voir, je postillonne plus, mais normalement, quand je parle moins fort, vous pouvez être à une distance raisonnable. Et donc, je serais ravi de vous y retrouver. On a pas mal de cocktails à goûter. Merci. Merci avec ça. Ah voilà, merci. Moins beau gosse, ça dépend. Hein. On va se calmer. Hein. C'est quoi ces jugements de valeur envers soi-même ? Je suis contre le dénigrement de soi. Merci infiniment à tous. C'était la dernière conférence de cet après-midi.